s'en est passé des choses au cours des dernières heures. On a appris officiellement que, d'après les experts, le Canada est entré en récession, pas mal plus tard que les États-Unis, merci beaucoup. On a appris qu'il y avait une tempête de neige qui allait démontrer de façon claire que les municipalités sont devenues un peu incompétentes. En tout cas, si on pense à Québec et à Montréal, c'est un désastre qu'on a vécu au cours des dernières heures, comme s'ils n'étaient pas censés avoir eu l'occasion de prévoir qu'il y aurait peut-être un hiver. Et l'actualité économique, la Caisse de dépôt, votre patrimoine, les investissements qu'on fait. Autant de petits sujets qu'on va parcourir au cours de l'émission qui commence. Rendons hommage à la sagesse de nos gouvernements. Les sages qui nous dirigent avec les fonds qui nous emmerdent ont décidé récemment d'obliger tous les Québécois qui circulent l'hiver à munir leurs voitures de pneus d'hiver. Quelle grande sagesse! Il n'y a qu'un problème. C'est qu'on ramasse une trentaine de centimètres de neige et de verglas sur l'ensemble du Québec depuis 24 heures, plus même que 24 heures. On n'est pas obligé d'avoir des pneus d'hiver. Pourquoi? Parce que les gnochons qui élaborent ce genre de choses et qui mettent toujours des règlements toujours rigides, toujours trop fort casse-pas, ont décidé que le 15 décembre, c'était une bonne date, peut-être parce qu'ils voulaient donner une chance aux marchands de pneus de s'équiper pour nous vendre. Mais soyez sûrs, l'an prochain, ça va être le 15 novembre. Ça ne pourra pas rester le 15 décembre parce que j'espère que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'obligation d'avoir des pneus d'hiver sur votre auto. Mais que le 16 décembre, après la date fatidique, même s'il fait beau, même s'il fait chaud, même s'il n'y a plus de neige, même si on est à l'asphalte, vous serez quand même obligé d'avoir des pneus d'hiver et on trouvera des policiers assez policiers pour vous donner une contravention. Parce que la loi, c'est la loi, puis c'est fait pour être suivi, comme disait Séraphin Poudrier. Prenez une gang de Québécois, faites-les parler un peu. Ça va vous prendre à peu près 30 secondes à leur faire admettre que tout ce que le gouvernement fait, c'est tout croche. Donnez-leur une bière, puis ensuite, dans 30 secondes, vous leur soumettez un problème, puis ils vont vous dire tout de suite qu'il faudrait bien que le gouvernement s'en occupe. C'est ça que ça donne quand le gouvernement a décidé et réussi à transformer en enfants mineurs les citoyens qui votent et qui payent des impôts. Ça aurait été si simple. La loi aurait pu être si simple. Dorénavant, au Québec, il est interdit de rouler s'il y a de la neige à terre puis qu'on est en pneus d'été. Tout simplement. Que ce soit le 20 août ou que ce soit le 9, le 10 de décembre. Pas compliqué. Il y a de la neige à terre, tu n'as pas de pneus d'hiver, tu restes chez vous. Tu prends un taxi, tu prends l'autocar, tu prends l'autobus, tu prends le métro, tu prends le train, tu marches, mais tu n'as pas le droit d'être en auto. Ça aurait été si simple. Ça aurait été trop simple. Et le déneigement a été à l'avenant. À Montréal, on sait très bien que la politique officielle du déneigement, c'est pas grave, le printemps s'en vient. On sait qu'à Québec, il y a un conflit cruel entre une administration, la Beaume, et les cols bleus. Quand on voit des monticules, quand on voit les rues mal déneigées, quand on tombe sur le cul au coin des rues, comme ça m'est arrivé ce matin en rentrant au travail, on ne sait pas si c'est la ville qui continue d'être mal organisée, ou si c'est les cols bleus qui ont décidé de ne pas travailler trop fort, ou si c'est une combinaison des deux. Mais il n'y a personne au Québec aujourd'hui, surtout ni à Montréal, qu'en a eu pour son argent. Autre sujet. Mario Dumont décide d'abandonner la direction de l'ADQ. Il a dit d'ici la prochaine élection. Il n'a pas dit qu'il partait avec une sirène dans un catalogue. Et voilà qu'à Hunting Machin, le petit maire en question décide encore une fois de se mettre de l'avant. Il y a quelque chose d'un petit peu amusant là-dedans, mais il va falloir, quelle surprise, savoir que notre ami M. Gendron veut maintenant être le chef de l'ADQ. Si la faiblesse de l'ADQ, ça a été pendant un grand bout de temps de jamais nous dire de quel bord elle était, séparatiste ou fédéraliste, l'arrivée de Gendron ne va pas aider. À moins que, dans sa sagesse de maire de Hunting Machin,
il décide que si jamais il est le chef de l'ADQ, les journées paires, il va être indépendant. Puis les journées impaires, il va être fédéraliste. S'il nous le dit d'avance, ça va être correct. Il va nous dire que les lundis, les mercredis et les vendredis, il sera calme. Par contre, les mardis, les jeudis et les samedis, il sera très, très, très actif. Quant au dimanche, il entendra des confessions. Allez comprendre. Je reviens dans un instant. Les grands noms du cinéma. C'est pas difficile de trouver au Québec et au Canada des gens qui vont vous dire qu'une hésitation, que notre société est tellement plus évoluée que la société américaine, que ces Américains, que par mépris maintenant, on appelle les États-Uniens, pour pas dire les Américains, sont des idiots. Ils ont une société, les gens meurent dans la rue, ils ne sont pas soignés, les gens crèvent de faim, ils ont des armes partout, puis regarde, les États-Unis, il n'y a rien à faire avec ça. La société états-unienne, elle est tout croche. Tous les gens de la gauche québécoise, qui est également habituellement socialiste, syndicaliste et anti-américaine, renforcés par les journalistes et accrédités par les enseignants de nos enfants, enseignent à tous les Québécois, puis à beaucoup de Canadiens, que les Américains, c'est des caves. D'ailleurs, l'anti-américanisme au Québec est très différent de l'anti-américanisme au Canada anglais. Au Canada anglais, ils sont anti-américains parce qu'ils ne le sont pas, ils sont américains. Parce qu'il n'y a pas de différence. Puis au Québec, on est anti-américain parce que, à la manière des Haïtiens, on est jaloux. Pas de bon sens d'être riche de même. Puis en plus, ben, eux autres sont pro-Israël, puis nous autres, on aime mieux les Arabes. Donc, on est anti-américains. Avez-vous vu ce qui est arrivé à Chicago hier? Avez-vous vu les menottes au poignet du gouverneur de l'État? Un gouverneur d'État aux États-Unis, c'est dans bien des cas plus important qu'un premier ministre au Canada, un premier ministre provincial. Le gouverneur de l'État de l'Illinois avait le pouvoir de nommer le sénateur qui va succéder à Barack Obama, qui devient président des États-Unis. Parce que les sénateurs, dans le système américain, représentent les États. 2 par État, peu importe la grosseur de l'État, un sénateur part, l'autre est nommé pour finir son terme par le gouverneur de l'État en question. Il y a même une tradition que quand un sénateur meurt, si sa femme est intéressée, elle va avoir le poste, elle va être nommée de façon honoraire pour le reste du terme. Puis ensuite, il y aura des élections comme tout le monde au moment où ça sera le temps. Sauf que le FBI, dans une enquête de corruption, a pogné le gouverneur de l'Illinois à essayer de vendre la job. Il voulait avoir de l'argent pour lui et il voulait avoir une job très payante pour sa femme. Et il voulait que l'argent soit déguisé par une association caritative, une patente, une fondation, les petits-enfants, nous autres ici. Ils sont fous, les Américains. A-t-on l'idée d'aller pogner un homme de ce statut dans une histoire de corruption? Vous savez, aux États-Unis, depuis à peu près 100 ans, il ne s'est pas passé beaucoup de moments où il n'y avait pas au moins un législateur, un gouverneur, un gouvernant en prison quelque part, pogné pour corruption. Au Canada, il y a combien actuellement de législateurs ou d'administrateurs ou de hauts fonctionnaires en prison pour corruption? Il n'y en a pas, hein? Aux États-Unis, il y en a, hein? Donc, c'est la preuve. Au Canada et au Québec, on est plus honnête qu'aux États-Unis. Oui, madame. Pendant ce temps, le Parti libéral du Canada vient de se nommer un nouveau chef, ou du moins, c'est une question de formalité. On va avoir un descendant princier des familles nobles de Russie, Mikhail Ignatieff, qui va devenir le premier ministre du Canada un jour, le chef de l'opposition bientôt. Le parti a décidé de changer un professeur d'université pour un autre. Mais remplacer Stéphane Dion par Michael Ignatieff, c'est probablement aussi différent que changer un professeur de l'UQAM pour un professeur de Harvard. Disons que Ignatieff est dans une classe à part. De mon siège d'observateur à la Chambre des communes, assez près des conservateurs, je me suis toujours amusé, depuis que Ignatieff est là et que Stéphane Dion fait semblant d'être chef, de voir la tête des conservateurs à chaque fois qu'Ignatieff se lève pour une intervention ou une question. Parce qu'à chaque fois, je les vois se prendre un peu la tête en disant « Oh, maudit qu'on l'ait jamais belle ». Parce que Ignatieff aurait pu très bien être chef. Il ne l'a pas été. Ça a été Stéphane Dion. L'erreur est réparée aujourd'hui.
Et là, il va être devant une coalition. Et ce qui est drôle, c'est ce que Ignatieff disait en fin de semaine dernière au sujet d'une coalition pour bumper Harper. Il reprenait une phrase célèbre de Mackenzie King durant la conscription, l'autre crise, où King avait dit « Pas nécessairement la conscription, mais la conscription si nécessaire. » Et Ignatieff, en fin de semaine, a dit « Pas nécessairement une coalition, mais une coalition si nécessaire. » Ça va être intéressant de voir. Et ce qui me fascine, moi, c'est que rarement dans l'histoire du Canada, on aura eu un chef d'opposition et un premier ministre qui sont des gens brillants, au plan intellectuel. Les gens très intelligents ne sont pas toujours les gens qui ont le plus grand jugement, je pourrais vous en nommer 2, 3, mais ce qui va être fascinant pour les Canadiens, c'est de voir deux intellects de première dimension s'affronter à la Chambre des communes à compter de la fin janvier, puis on ne sait pas pour combien de temps. Mais de toute façon, dans nos expériences humaines, vous puis moi, on a déjà rencontré du monde pas mal intelligent. Avez-vous remarqué que quand vous mettez deux personnes très intelligentes ensemble, je parle de très, très intelligentes, là, comme Harper et Ignatieff, de deux choses l'une. Ou bien ils s'estiment beaucoup, ou bien ils saillissent comme ça à pas de bout. Puis si ces deux-là se mettent à saillir, on n'a encore rien vu.